Now let's go. Leonardo, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Kevin. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation pour échanger sur un tas de choses. On a dû sélectionner les sujets avec tous les corps que tu as à ton arc. On a décidé ensemble de parler évidemment, bien sûr, de la respiration, de la méthode Wim Hof, de la force mentale, etc. Mais en premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter et nous dire d'où vient ce bel accent aussi, peut-être. Comme vous entendez, je suis italien. Donc, j'habite en France depuis 2016, mais mon accent est italien. Donc, Leonardo Pelagotti, enchanté. Et je suis le fondateur d'Inspire Potential. C'est un projet en place depuis quelques années maintenant. Et je suis coach ambassadeur de la méthode Wim Hof en France et en Italie. Donc, j'ai travaillé avec Wim, qui est connu sous le nom de l'homme des glaces. Donc, cette méthode Wim Hof qui nous rappelle les vertus du froid. Je suis aussi coach en respiration, à la fois du programme Oxygen Advantage et Buteyko. Peut-être certains connaissent Patrick McKeown Buteyko, et aussi auteur d'un livre La respiration pour la maîtrise de soi, édition Exuvi. Je salue Fabien. Et après, j'ai fait plein d'autres choses. Je m'intéresse au mouvement naturel. J'étais gymnaste, je suis ceinture noire des Kung Fu Shaolin. J'adore donc les mouvements naturels et la nature, et c'est un peu ce que j'ai fait dans mes stages. Avec froid, respi, force du mental, méthode Wim Hof, etc. Donc, comme d'habitude, ce soir, vous pouvez poser toutes vos questions. Et dans un premier temps, merci pour ta présentation. Et dans tout ce que tu as dit, peut-être que tu peux commencer par parler de la méthode Wim Hof, qui est peut-être, je dirais, pour ceux qui ne connaissent pas, le moins connu. Oui. La méthode Wim Hof, on pourrait en parler pendant des heures. L'idée, c'est aussi de pouvoir donner un axe d'intérêt pour les naturopathes et votre école, sachant que la méthode Wim Hof, donc c'est la méthode de Wim Hof. Wim Hof, c'est l'homme des glaces. C'est une personne qui a 27 records du monde, les plus différents et variés, mais surtout autour du froid. Et cette méthode a 3 piliers, dont un, c'est le froid. Donc tout le monde, quand il entend parler de la méthode Wim Hof, il pense au froid. Et effectivement, c'est un de ces piliers. Mais les deux autres, qui sont autant importants, parce que c'est une synergie, c'est vraiment trois piliers, on ne peut pas enlever un, et en plus, si on les met ensemble, il y a une synergie, sont respiration et force du mental, focus, persévérance, engagement, et il y a beaucoup plusieurs termes qu'on peut utiliser pour ces piliers autour du mental. Et en tout cas, les deux autres, respiration, froid, sont plutôt clairs, des exercices et des techniques de respiration, des exercices et des techniques avec les froids, et après, toute cette sphère autour du mental, qui est assez large et assez fascinante. Donc, ces 3 piliers-là composent la méthode Wim Hof. On l'appelle la méthode Wim Hof parce qu'il y a des exercices, des protocoles qu'on peut suivre pour atteindre des résultats. Et ce qui est très intéressant par rapport à cette méthode et ces exercices, c'est qu'il y a eu des études scientifiques pour expliquer comment ça marche d'un point de vue scientifique et physiologique, et comment on peut, chacun, atteindre certains résultats, et pas uniquement son fondateur Wim Hof. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aussi, et c'est pour ça qu'on l'appelle méthode Wim Hof, parce qu'en réalité, respiration, froid et force du mental, c'est rien de nouveau, ça existe depuis des milliers d'années dans plusieurs disciplines, comme les yogas tibétains, les arts martiaux, etc. Mais effectivement, là, il y a des protocoles qui sont des voies, des méthodes pour atteindre certains résultats qui sont plutôt simples à suivre, et qui ont été étudiés par la science et validés. Donc ça intéresse en tout cas le monde occidental. Et du coup, évidemment, tu vas nous donner des petits tuyaux ce soir, mais déjà, pour beaucoup, là, tu viens de dire le mot froid, donc tu vas en perdre une poignée. Qu'est-ce qui fait, déjà, qu'est-ce qui fait que je pourrais avoir envie d'aller me mettre dans le froid? Parce que pour certains, en contact, le froid, ils ont l'impression que ça va les stresser, les fermer, parce que du coup, les compresser, les gens se sentent mieux au quotidien dans un cocon, dans la chaleur, etc. Pourquoi ils auraient envie de se dire, je vais aller me mettre dans le froid pour aller mieux? Déjà, c'est une question simple, mais du coup, comment faire la démarche de vouloir aller avoir froid, déjà? Ouais, je vous rassure, moi je suis italien, j'ai grandi sur la côte italienne, où les grands froids de l'hiver, c'est environ 10 degrés. Et moi j'ai réussi, je pense que c'est un exemple qui voilà, c'est quelque chose d'accessible.
moi, je vous rassure aussi sur un deuxième point, on n'est pas là pour faire des records avec les froids. Donc, si son fondateur a dû faire des records pour se faire, pour parler de lui et de sa méthode, nous, on n'a pas besoin de faire des records avec les froids. C'est dont on a besoin, c'est d'aller mieux, d'être bien, physiquement, mentalement. C'est ça l'objectif. Donc, c'est pas non plus de souffrir ou autre. Donc, les froids, c'est un outil. Effectivement, c'est pas aussi confortable que son ami les chauds. C'est deux faces de la même médaille. Les chauds a plein de vertus aussi. Il est confortable, on l'aime bien généralement. Après, ça dépend du chaud parce que ça peut devenir inconfortable aussi, hein, la chaleur. Et les froids, c'est l'autre face de cette même médaille. Généralement, identifié avec un danger, quelque chose de pas agréable, d'inconfortable. Mais aussi, cela peut changer. Cela a changé pour moi et pour plein de personnes qui pratiquent. Moi, aujourd'hui, j'ai tout un autre regard par rapport au froid. Et même si je les ressens toujours, je les vis tellement mieux qu'en fait, j'ai plus ces côtés stress négatif où j'ai subi quelque chose. Ça, c'est parce que j'ai appris à travailler avec. Mais d'abord, la question, c'est pourquoi apprendre à travailler avec le froid. Parce que peut-être, si on n'a pas envie de travailler avec les froids, on se dit, pourquoi les faire. Alors, il y a tout un tas de raisons. Tout un tas de raisons et des bienfaits du froid. Et c'est vraiment à chacun d'identifier les siens et de les savoir, parce qu'effectivement, c'est des bienfaits des deuxième degré. C'est pas comme un bain chaud, on rentre dedans tout de suite, assez agréable. Là, les froids, on sort du confort de façon volontaire parce que c'est un levier pour faire quelque chose, pour nous aider sur quelque chose. Et ça peut être la santé, renforcer les systèmes immunitaires. Aujourd'hui, on en parle énormément. Ça peut être apprendre à gérer les stress. Et je pense que c'est une autre composante très importante de nos vies, l'effet d'être soumis à tout un tas de stress. Donc, apprendre à les gérer, c'est important. Mais ça peut être aussi améliorer sa circulation, son sommeil et son rythme circadien. Ça peut être réduire l'inflammation. Ça peut être justement être moins frileux, finalement être plus en confort dans les mois d'hiver, parce qu'il y a plein de gens qui souffrent dans l'automne et l'hiver simplement parce qu'il fait pas chaud. C'est dommage, parce que toutes les saisons, c'est à vivre, toutes les saisons nous apportent quelque chose. Donc, et j'en oublie, bien sûr, la réponse hormonale, la santé mitochondriale, la récupération. C'est tellement riche que je pourrais continuer pour des heures pour vous dire pourquoi le faire. Ouais, et comme tu dis, c'est important de s'apprendre à avoir froid, c'est comme tout, hein. On apprend à gérer la chaleur, on apprend à gérer le froid, et on se sent mieux dans les saisons adéquates, du coup, hein, que ce soit en plein été ou en plein hiver avec le froid. Et il y a tellement d'exemples, donc je ne vais pas te faire le coup de tout m'expliquer physiologiquement, mais est-ce que tu as au moins un exemple d'effet physiologique du froid sur la réaction immunitaire, sur, je sais pas moi, ce que tu veux? Oui, alors il y a plusieurs. Je vous ai parlé du système immunitaire très rapidement. Disons, les systèmes immunitaires, c'est quelque chose d'assez complexe et aujourd'hui très peu étudié. Finalement, ces trois niveaux du système immunitaire, on les connaît un petit peu. Les études scientifiques ont effectivement travaillé sur les côtés froid, méthode Wim Hof et système immunitaire. Et une chose qu'ils ont observé, c'est que l'action du froid a deux effets sur les systèmes immunitaires. Un, ça réduit l'inflammation. L'inflammation, c'est une réponse naturelle du corps humain et même juste, bonne, ça nous aide, mais ça peut aussi devenir excessive. Et si c'est excessive ou chronique, alors là, c'est un peu compliqué. Donc déjà, les froids, ça a une vertu, c'est celle de réduire l'inflammation. Donc ça, on le sait, quand on s'est fait mal, les docteurs, les médecins nous disent, mets du froid, applique du froid. Ça, on sait très bien parce qu'il y a un excès inflammatoire avec tout un tas de conséquences qui ne sont pas souhaitables. Donc ça, c'est la première chose sous la réponse non générique, non spécifique. Et après, l'effroi a aussi une action sous la partie spécifique du système immunitaire, la troisième barrière, les anticorps, les cellules T, B, etc., les globules blancs, si on veut faire ça simplement, les lymphocytes et tout ça. Et ça a été démontré et étudié scientifiquement qu'on peut augmenter la concentration et les nombres des globules blancs dans le corps en s'exposant au froid. Et ça, dans l'espace de quelques jours, 1, 2, 3 jours. Et ça, c'est plusieurs études scientifiques qui l'ont montré. Et moi, j'ai eu des personnes immunodéficientes dans mes stages pour tout un tas de raisons. Pour certaines, c'était la chimiothérapie, qu'ils ont su doubler les nombres de globules blancs dans l'espace d'un stage, d'un week-end.
Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et par exemple, pour le système immunitaire, voilà, un des bienfaits. Mais après, je vous disais, les systèmes cardiovasculaires, et on n'en parle pas assez, mais aujourd'hui, c'est la cause de mortalité numéro 1 dans le monde. Les maladies cardiovasculaires est liée au système cardiovasculaire. Et disons que l'effroi, c'est une vraie gymnastique des vaisseaux sanguins et des artères, des veines, des capillaires. Ça aide à la circulation, ça aide ensuite aussi à l'oxygénation. Bien sûr, il faut bien respirer. Et donc, ça permet au cœur de travailler mieux, d'être moins fatigué. Ça fait cette gymnastique vasoconstriction, vasodilatation, qui est vraiment fondamentale, qu'on a aussi en faisant du sport cardio, et c'est très bien, mais qu'on n'a vraiment pas assez aujourd'hui parce qu'on est très sédentaire et aussi très exposé à une température plus ou moins constante parce qu'on a du chauffage et l'air conditionné. Donc, ça, c'est pour les deux premières choses comme ça, système immunitaire et maladie cardiovasculaire, parce que ça nous impacte directement. Mais alors, il y a toute la partie sur la gestion du stress, la récupération sportive, la réponse hormonelle. Voilà, c'est très long. Bien sûr, oui. Donc, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Là, pareil, il y a eu plein de questions. Donc, on doit sélectionner. Évidemment, on ne va pas perdre de tête le lien entre les triangles que tu as dit tout à l'heure. Hein. Là, je suis parti un peu dans le froid, mais on va se reculer et puis reparler de la respi et de la force mentale, parce que comme tu le dis, ça va avec. Mais je me permets, vu qu'on est quand même on parle plutôt du froid. D'ailleurs, on m'a demandé, le froid, c'est quelle température? C'est une bonne question. Tout à fait. Et ben, ça a été aussi un objet d'étude scientifique, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on a besoin d'être à une certaine température pour avoir les bienfaits du froid? Et la réponse, c'est qu'à moins de 18 degrés Celsius, on a les bienfaits du froid. Donc, effectivement, ce n'est pas un froid forcément extrême. On n'est pas forcément obligé à travailler avec l'eau à 0 degré, à se baigner dans l'eau glacée, dans les glaçons tout le temps pour avoir les bienfaits. Disons, si on fait une douche froide à 15 degrés, on se fait un bain dans la mer l'hiver, c'est déjà suffisant pour avoir les bienfaits du froid. Ce qui change, c'est la durée de l'exposition. Parce que si à 0 degré, 30 secondes, 1 minute, c'est déjà suffisant, à 15 degrés, peut-être c'est 3-4 minutes. Mais voilà, on joue un peu sur ça, mais on a les bienfaits du froid jusqu'à 18 degrés Celsius. D'accord. Et donc, justement, tu es en train de le dire, il y avait une question en ce sens. Est-ce que par contre, est-ce que c'est équivalent de passer 3-4 minutes à 15 degrés que 30 secondes à 0? Est-ce qu'il y en a un qui est plus violent ou plus bénéfique que l'autre? Alors, admettons qu'on soit entraîné, évidemment. Celui qui n'a jamais fait, il ne faut pas qu'il aille à 0 tout de suite. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais est-ce qu'il y en a quand même un plus intéressant que l'autre? Alors, il faut se préparer. Si c'est à 0 ou 15, il faut quand même se préparer. Voilà. Certains, ils y arriveront avec plus de facilité que d'autres. Moi, je vous conseille de toute façon de suivre un protocole, surtout les premières fois, et d'être accompagné. Mais disons, l'eau à 0 degré, c'est ce qu'il y a de plus impactant. C'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer. C'est une exposition au froid un peu plus extrême, si on veut l'appeler comme ça. Il faut bien se préparer. Et c'est un peu plus difficile parce que la réponse du corps n'est pas la même dans l'eau de la mer, la Méditerranée, l'hiver à 15 degrés, que dans un lac gelé des montagnes à 0. Donc, on peut commencer en douceur. On n'est pas obligé de commencer avec 0 degré, même si tout le monde y arrive, parce que dans les stages que j'ai fait de la méthode Wim Hof depuis quelques années, il y a quelques milliers de personnes qui sont passées, plus de 3000 maintenant. Et on commence avec un bain de glace, généralement. Donc, on y arrive si on se prépare. Mais on n'est pas obligé non plus. Donc, si on veut y aller plus en douceur, on commence avec des douches froides à la maison, par exemple. Et c'est ce que Wim a toujours conseillé un peu à tout le monde. L'exercice de base, le plus simple, le plus accessible, c'est la douche froide à la maison. 1 minute pour commencer, 30 secondes même. Et on y va pas après pas. Et pour celles et ceux qui voudraient commencer dès ce soir grâce à toi, d'ailleurs, est-ce que c'est mieux le soir, le matin, le midi? Est-ce qu'il y a un horaire propice? Et également. Les matins, c'est le mieux. Ok, le matin. Et est-ce que. Mince, qu'est-ce que je vais te dire? Oui, est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire à un bébé, une personne très âgée, une personne. Par exemple, là, il y a une question sur la maladie de Raynaud en même temps. Est-ce que tout le monde. Quelles sont les contre-indications? Alors, déjà, si on veut commencer à travailler avec les froids,
Moi, j'ai fait quelques tutoriels qui peuvent vous aider. Oui, moi aussi, en anglais. Moi, j'ai fait quelques tutoriels en français qui peuvent vous aider pour suivre les 3 étapes de l'exposition au froid, pour y aller tranquille, avec la bonne procédure. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur ma chaîne YouTube Inspire Potential, vous mettez comment prendre une douche froide. Voilà, vous avez la vidéo qui vous explique, vous guide. Comme ça, vous pouvez les faire en toute tranquillité, sérénité. Les meilleurs, c'est les matins. C'est parce que ça active le corps, ça réveille. Il y a toute une réponse qui met le corps en action. Ça les prépare pour la journée. Et les soirs, on peut aussi les faire, mais si on n'a pas l'habitude, on risque d'être un peu excité après si on veut aller dormir. Et surtout, c'est mieux l'estomac vide. Donc, après la nuit de sommeil, généralement les matins, c'est mieux. Parce que les soirs, peut-être on a mangé, on est un peu lourd sur l'estomac. Et digestion et froid ensemble, c'est pas une bonne combinaison. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième, c'est est-ce que tout le monde peut travailler avec les froids? Bien sûr, il faut adapter selon les conditions de chacun. Et ça, c'est très important. Il faut s'écouter et jamais forcer. C'est quelque chose que j'ai dit tout le temps. Donc, si on a 20 ans, on est très sportif, on a l'habitude de nager la mer un peu hors saison et tout ça, c'est pas la même chose que si on a 80 ans, quelques soucis de santé, on n'a jamais fait avant. Il faut adapter les exercices. Ça, c'est sûr, c'est du bon sens. C'est pour ça aussi qu'il y a des instructeurs qui aident pour se préparer. En même temps, les froids, c'est une force naturelle qui est présente et tout le monde a la capacité, à sa mesure, d'y travailler. Donc, il faut être en écoute par rapport à son niveau d'énergie et sa santé et y aller des fois un peu plus lentement que pour d'autres personnes. Mais certes, les enfants peuvent travailler et jouer avec l'eau froide. Ça dépend bien sûr de la température, de la quantité, de leur état de santé, mais dans certains pays d'Europe et hors Europe, ça fait partie du rituel de l'école, de la maternelle, sauna et sortir dehors dans la neige. Les font dans les pays de la Scandinavie aussi. Voilà. Il y a tout un tas d'exemples qui nous montrent que finalement, voilà, jouer un peu avec les froids pour les enfants, c'est pas quelque chose d'impossible. En même temps, il faut pas l'imposer et il faut pas du tout chronométrer. Voilà, il faut avoir du bon sens et adapter les exercices. Et en même temps, les personnes plus âgées aussi. Donc moi, j'ai eu des stagiaires qui avaient 8-9 ans avec leur famille jusqu'à 80, les doyens dans un stage. Et ça se passe très bien, mais comme je disais, il faut adapter les exercices. Et aussi, il y a certaines conditions de vigilance. Par exemple, si on est femme enceinte, c'est pas le meilleur moment de commencer à travailler avec les froids parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, il faut peut-être attendre un petit moment. Si on sort de l'hôpital, on a eu des opérations chirurgiques aussi, c'est pas le moment d'y mettre tout de suite. On peut être très, très fatigué. Et si on a des problèmes cardiaques importants, AVC, arrêt cardiaque, tout ça aussi, il faut adapter les exercices et être suivi par un professionnel. Mais sinon, voilà, ça c'est les contre-indications par rapport au froid. La maladie des rénaux, il y a 2 types déjà, mais disons, c'est pas en soi une contre-indication qui empêche l'exposition au froid, mais il faut peut-être l'adapter. Et en même temps, l'exposition au froid et les travails réguliers avec les froids, ça aide pour avoir moins des symptômes. Donc, et il y a aussi un peu de confusion par rapport à cette maladie. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment quelque chose de presque pathologique et pour d'autres, ça peut être symptomatique en fonction de certains paramètres. Donc là aussi, il faut être vigilant parce qu'il y a plein de gens qui me disent j'ai la maladie des rénaux, mais peut-être c'est pas forcément ça, c'est d'autres choses. Et moi-même aussi, des fois, j'ai les doigts blancs si je reste trop dans les froids et je me réchauffe pas. Donc, voilà, c'est à voir, mais en soi, c'est pas quelque chose qui nous empêche de travailler avec les froids. Ok, non, bah super, merci. Bah là, juste avant de reprendre une petite poignée de questions, à un moment donné, tu as dit ne jamais forcer. Alors la personne reprend en disant oui, mais je vois un petit peu ce qu'elle veut dire. En gros, pour aller dans l'eau froide, il faut se forcer un petit peu quand même. Sinon, on va jamais dire tiens, une fois de plus, comme je te l'ai dit en intro, tiens, je vais me faire un petit coup de froid. Donc, quelle est la limite entre se forcer, s'inciter Est-ce qu'une fois qu'on y a goûté, en fait, ça devient tellement génial qu'on y retourne naturellement Ça oui, je peux vous dire que ça oui, parce qu'au début, dans les stages, la première journée, je dois dire à tout le monde, bah là, c'est le moment de travailler avec les froids, ils sont tous pas pour. Et après, à un certain moment, après quelques jours, j'ai même pas à leur dire on va travailler avec les froids, c'est eux qui me demandent d'y aller. C'était l'exemple il y a une semaine sous les Alpes, dans les lacs des montagnes. Les premiers jours, c'était oh mon Dieu, je dois travailler avec les froids. Les derniers jours, c'était allez, on y va, j'ai envie de me baigner dans les froids.
Donc ça, bien sûr, on s'habitue. Il faut distinguer ce qui est de l'ordre du physique et ce qui est de l'ordre du mental. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, les personnes, ils ont tout un tas de barrières mentales et des croyances limitantes qui leur empêchent d'aller un peu plus loin. Et après, on a aussi des limites physiques. Quand j'ai dit s'écouter et pas forcer, j'ai dit par rapport à ces limites physiques. On peut aller au-delà de ces limites physiques, mais ça nous demande beaucoup d'efforts et après beaucoup de récupération aussi. C'est pas l'objectif. Ce qu'on doit faire, c'est aller au-delà des limites mentales. Donc effectivement, il faut sortir du confort. Les conforts étant en état plutôt psychologique. Ok, il y a bien sûr un parti physiologique aussi, mais plutôt psychologique. C'est beaucoup des peurs, des stress liés à l'inconnu, à des sensations nouvelles. Ça, il faut aller au-delà. Mais au niveau physique, on a aussi des signaux qui sont plutôt clairs sur là, c'est trop pour les corps et il faut sortir. Il y a toute une préparation qu'on fait dans les stages pour comprendre aussi à s'écouter, apprendre quels sont les vrais signaux et quels sont les signaux du cerveau qui nous dit j'ai pas envie. Mais disons que l'approche, c'est je dois apprendre à aller au-delà de la barrière, ouvrir des portes plutôt que de casser et défoncer les portes et les barrières. C'est un peu ça l'approche. Donc on n'y va pas en mode viking et bourrin, j'écoute pas du tout, j'y rentre et je souffre. On y va plutôt en mode ok, j'observe tout un tas de réactions. J'ai réagi de façon correcte en travaillant sur la respiration notamment. Et à un certain moment, quand je sens que c'est le moment, je sors. Mais tout en restant en maîtrise. Donc il y a bien sûr une partie nouvelle d'exposition et des sensations qui ne sont pas forcément identifiées comme étant agréables au début. Mais on a tous la capacité de travailler avec pendant un temps court et limité au début. Donc on n'efforce pas sur les chronos, on n'efforce pas sur les temps, on y va en étant préparé, on y va les temps qu'il nous faut. Au début peut-être c'est quelques secondes, pas d'ego. Si c'est quelques secondes, c'est quelques secondes, et après on sort. Et après il y a tout un tas de signaux qu'il faut écouter. Si c'est trop, c'est trop. Si les corps commencent à trembler dans l'eau, ça veut dire qu'il a froid, il doit sortir. Voilà. Mais et encore, tu vois, dans les stages, je rassure tout le monde, il n'y a pas de danger d'hypothermie tout de suite dans les exercices que je propose, parce qu'ils sont courts, et il n'y a pas de risque d'ingélure non plus, parce que les temps sont vraiment limités. Donc, ben, on est d'accord, mais tu vois là, tu commences à en parler, tu parles de l'émotionnel hein, et des liens qu'on a avec le froid ou d'autres choses. Donc, comme tu le dis, la préparation mentale, c'est indéniable que c'est même peut-être pour moi qui est encore novice, tu vois, tu en parleras après, bien sûr. Ça me paraît même prioritaire sur cette sensation de froid. Donc, parce que tu vois, spontanément, on est comme ça. Là, pour l'instant, toutes les questions qui tombent, c'est sur le froid. Comment je vais vivre le froid, la température, le machin, mais on n'a encore pas parlé de la préparation et de la respi. Souvent, ça passe au second plan. Alors que perso, comme je te le dis, moi je me permets qu'il y ait novice, je les mettrais au premier plan, parce que je sais que sinon le froid, je n'aurais pas envie le matin quand je me lève. Si je me prépare pas un peu, si je respire pas, je sais que je vais pas sous la douche froide. Mais ça, tu vas mieux en parler que moi. Mais juste pour finir l'encart froid, parce qu'il y a une tonne de questions dessus, rapidement pour bien recentrer, s'il te plaît. Du coup, il y a des questions en termes de temps. Est-ce qu'il faut le faire tous les jours ou juste une période respective en forme de cure? Et également, est-ce qu'il faut descendre la température progressivement ou est-ce qu'on y va direct sous l'eau qu'on aura choisi? Tiens, aujourd'hui c'est 18 degrés, direct, tac. Alors, beaucoup de questions. Oui. Alors, pour la douche froide, disons, si on veut faire une douche froide en France, sauf si on est à la montagne où les températures descendent vraiment très bas dans la douche froide, généralement, si on est en ville, à la campagne, l'eau peut être très froide, mais ne descend presque jamais à moins de 5 degrés. Bon, si on est à la montagne, je dis c'est pas le cas, mais disons si on est dans une ville, par exemple, si on est à Paris, même l'hiver, l'eau froide de la douche est à 10 degrés, autour de 10 degrés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur l'effroi, ce qui sort du robinet. On n'y descend pas progressivement, mais on monte progressivement dans les corps. Ça veut dire qu'on va faire d'abord les pieds, puis les jambes, on expire, on se détend, les ventres, les bras, les thorax, les dos, et on ne fait pas la tête, surtout au début, on n'a pas besoin. Tous les bienfaits du froid, on les a avec les corps. La tête, c'est un élément en plus très difficile à travailler, où on n'a pas forcément beaucoup de bienfaits en plus à les mettre, donc au début, on ne la met pas.
Donc, on ne va pas juste dire quelle température j'ai choisi dans la douche. On met froid, ce qui sort, et on y va progressivement sous les corps, et on y va progressivement sous les temps. Ça veut dire qu'au début, peut-être c'est 15 secondes, et c'est 15 secondes pendant une semaine. Après, 30 secondes, et c'est 30 secondes pendant une semaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé le 1er janvier. Donc, à Paris, c'était l'eau, je sais pas, elle sortait froide, je ne sais pas combien. Et j'ai fait une semaine, 15 secondes. Deuxième semaine, 30 secondes. Après, 45 secondes, etc. Je suis allé très tranquillement. Mais je ne jouais pas avec quelle température j'ai choisi d'avoir maintenant sur mon corps. Parce que là, on rentre dans des compromis et on rentre dans l'émotionnel. Donc ça, il faut s'en débarrasser. Et on a des bienfaits à partir des, je disais, des 2 minutes, 1-2 minutes de douche froide, on a déjà les bienfaits. Donc on n'a pas besoin de rester longtemps. Et c'était quoi la question? Je me rappelle plus, il y avait pas mal de questions. En une seule fois, et puis non mais tu as répondu, est-ce qu'on y va en une seule fois d'un coup avec la température déterminée ou est-ce qu'on joue avec la manette? Et également, voilà, on ne joue pas avec la manette. Ça, absolument pas. Je ne vous le conseille pas, même si certains peut-être travaillent sur ces techniques, mais je trouve très difficile. Et on joue sur le fait qu'on commence par les bas et qu'on respire, qu'on se détend. Ça, c'est la vraie façon de travailler avec les froids. Eh ben, super. Et en cure ou régulièrement? Ça, c'était l'autre question. Voilà. Ça revient. C'est une bonne question. Toutes les choses dont je vous parle, c'est des choses qui vous font bien si on les pratique. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Alors certes, des fois, une application ponctuelle, ça nous fait déjà du bien. Ah, ça, sûrement. Mais en même temps, pour garder les bienfaits, il faut une certaine régularité, comme pour l'activité physique, comme pour manger bien, comme pour la méditation, comme pour les sports, comme les relations humaines. On est cyclique. On a des jours après jour, on doit refaire un peu les mêmes choses bien, sinon. Certes, de faire une chose une fois, un stage, 3 jours, une semaine, ça nous fait du bien. Après, petit à petit, on va un peu perdre les bienfaits. Donc, il faut répéter et pratiquer. Mais sur ce qui est les bienfaits du froid, on a des bienfaits qui durent environ quelques jours. C'est pas non plus quelques heures. On n'a pas besoin de chaque heure de prendre une douche froide. Mais on a besoin de les faire de façon régulière moi, je les fais chaque jour, c'est ce que je conseille. Mais si on les fait une fois chaque 2 jours, une fois chaque 3 jours, c'est déjà bien. Donc, tu ne prends plus jamais de douche chaude? Ah si, moi je prends aussi des douches chaudes, bien évidemment, parce qu'il faut comprendre que les froids et les chauds sont deux faces de la même médaille. Et si avant on avait oublié les froids, on ne va pas maintenant oublier les chauds, hein, ça serait dommage, donc il faut utiliser les deux. Les deux, ils ont des bienfaits, les deux travaillent ensemble. Donc moi, j'ai fait des saunas et j'adore. Dans mes stages, justement, je travaille avec l'alternance chaud-froid. On fait des bains de glace et des saunas. On travaille avec les bains nordiques, les bains froids, les douches chaudes, les douches froides. Et surtout, aussi, il y a des jours où je prends la douche les soirs à 22 heures. Je ne vais pas m'amuser à faire des douches froides. Je la prends chaude parce qu'après, je vais dormir. Et à ces moments-là, c'est ce qu'il faut faire. Et aussi, je m'écoute. Ça veut dire que si un jour, j'ai très peu d'énergie, je suis fatigué, peut-être les froids, c'est juste à la fin de ma douche chaude, quelques secondes. Voilà, c'est rare, mais ça peut arriver. Eh ben là, c'est bien ce que tu dis, parce qu'il y a eu une question en ce sens. Est-ce que, inversement, je peux bénéficier de ma douche froide et de ses vertus, de ce froid, et puis, juste pour me rassurer, parce que j'aime bien finir sur une note chaude, finir par du chaud? Ou non, il faut que j'arrête sur mon froid et je me sèche et je me rhabille sur du froid? L'idéal, c'est de terminer par les froids, parce que c'est là où le corps sort avec la bonne physiologie, la bonne chimie, les bonnes hormones. Ce qu'on conseille de faire, c'est plutôt chaud avant et froid après. C'est ce qu'on conseille de faire. Mais après, voilà, c'est pas non plus la fin du monde si de temps en temps on termine par les chauds. Hein, c'est pas un problème. Voilà. C'est comme tu l'as très bien dit, c'est suivant comment on se sent aussi, si on est fatigué, pas bien. Voilà. Parfois, on aura plus ou moins envie d'une température différente. L'une des dernières sur le froid, quand même, c'est est-ce que, par exemple, à la place d'une douche froide, sortir en t-shirt l'hiver lorsqu'il neige ou un bon froid, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est aussi bien? Est-ce que c'est différent mais aussi efficace? Si, c'est un autre exercice avec les froids, sur une autre forme, mais aussi valable. Et, ça prend plus de temps parce que l'air ne conduit pas comme l'eau. Donc, sortir quand il fait 0, il fait froid, un t-shirt, c'est très bien. Il y a d'autres temps,
Ça prend un peu plus de temps. Et surtout, il faut pas négliger l'aspect sûreté. Parce que si on sort se balader, c'est toujours bien d'avoir avec soi des vêtements chauds au cas où la météo devient trop froide ou on est loin et on a froid. Donc, autant on douche froide, on arrête l'eau et on sort et on est bien. Autant quand on sort un t-shirt, il fait froid, il faut faire un peu attention parce que c'est pas linéaire. Des fois, on a très froid, à un certain moment, on doit se rhabiller. Donc, si vous voulez faire ce type d'exercice, déjà, c'est mieux de savoir ce qu'on fait et ensuite, il faut toujours amener des vêtements chauds, mais c'est un autre exercice. Ouais. Oui, c'est comme, par exemple, moi j'aime bien conseiller pour vraiment ceux qui ont peur du froid au début, aller marcher quelquefois dans la rosée du matin pieds nus, Ah oui. à Ouais. différents types de saisons. On peut commencer l'été, puis après tout doucement y aller même l'hiver. Je trouve ça très agréable aussi. Et ceux qui testent, souvent, ça passe bien pour débuter, je trouve. Hein. Oui, mais c'est très bien. C'était qui les faisait? C'était pas Knep? Je me rappelle plus Oui, qui parlait de ça. oui, tout à Et fait. bah ouais, on a du grounding, donc la connexion à la terre. En même temps, on s'expose un peu au froid, même si c'est juste les pieds et les t-shirts, c'est super. Tout à fait. Eh Quelques bien, minutes ou quelques secondes. bah voilà, oui, comme d'habitude. Eh ben écoute, en transition, est-ce que, ça te parle, toi, les graisses brunes et les graisses blanches et l'impact du froid sur ces types de graisses? Parce que aussi, ça, je trouve que c'est un argument qui plaît bien, moi. Le froid et l'amincissement, tu as dû en entendre parler plus d'une fois, et notamment grâce à ces graisses blanches et brunes. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, ce que tu sais? Ah oui, bah moi, depuis que j'ai fait des douches froides et j'ai optimisé ma respiration, j'ai perdu un peu de graisse autour de la taille que j'avais accumulée une fois que j'avais terminé d'être gymnaste. C'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes sur les froids, la santé mitochondriale, les métabolismes, etc. Mais en fait, c'est un vrai moyen de thermogénèse par la graisse. Ça veut dire que c'est un des pas des peu, un des seuls mécanismes naturels qui vont directement utiliser la graisse, comme l'état quand on est à jeun depuis un petit moment, donc les jeunes. Mais donc on a une thermogénèse par lipolyse, ça veut dire qu'on brûle des graisses pour produire de la chaleur. Et cela est possible par la graisse brune, au tissu adipeux brun, BAT, Brown Adipose Tissue en anglais, qu'on développe en étant exposé au froid de façon régulière, principalement devant la poitrine et derrière les omoplates, en petite quantité, et qui est riche en mitochondries et d'autres protéines, ou CP1 notamment, qui permet d'utiliser la graisse blanche, donc celle qu'on connaît, qui est stockée en plus grande quantité, autour de la taille, autour des cuisses, etc., comme source de chaleur, comme source de combustible pour produire de la chaleur. Donc effectivement, on brûle beaucoup de calories en travaillant avec le froid. Et j'ai vu récemment une étude qui calculait un peu combien de calories ça brûlait faire un bon bain de glace. Je me rappelle plus exactement combien c'était en minutes, mais avec la préparation d'avant, le froid, c'était presque 1000 calories. Pour une personne moyenne, bien sûr, ça dépend de la masse et plein de choses, mais on ne parle pas des 50 calories, on parle d'un équivalent d'une bonne course à pied, bien longue. Donc, effectivement, c'est un très bon exercice pour perdre du poids, mais attention, il faut toujours aussi penser à la respiration parce que ces poids qu'on perd, on l'expire. Donc, il faut que notre respiration soit efficace et fonctionnelle. Eh bien, bah justement, là, tu parles de la respiration. Donc, pour sortir un petit peu du froid, même si tout est lié une fois de plus, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette respi? On en parlait en intro, en off, ensemble. On le disait, c'est tellement gratuit, tellement inconscient et tellement efficace qu'en fait, quand quelqu'un vient nous voir et on leur donne en conseil, eh bien, respirer, eh bien, ça leur paraît insuffisant ou ils paraissent même qu'on est incompétent parce que, voilà, alors passer une heure et demie pour respirer, alors on entend parler de la cohérence cardiaque, de plein de types de respi, hein, il y en a de plus en plus. Et du coup, ben, pareil, j'aurais la même question que le froid. Je t'ai dit comment inciter les gens à aller dans le froid, mais comment inciter les gens à respirer convenablement. Euh, comment tu Oui. peux, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Disons, la respiration, c'est quelque chose d'extrêmement important, en même temps négligé, parce qu'on pense, on respire tout le temps, tout le monde. De quoi tu me parles? On parle, quand on conseille à quelqu'un de respirer, c'est de respirer bien, de façon fonctionnelle, ou d'employer des techniques de respiration consciente
pour une certaine finalité. Parce qu'il y a plusieurs techniques pour plusieurs finalités. Et la respiration, ça nous quitte jamais, du premier inspire de l'enfant jusqu'au dernier soupir. C'est quelque chose d'autonome, on ne doit pas y penser, en même temps volontaire et conscient, on peut le changer. Et ce qui les études ont montré aujourd'hui, c'est qu'on respire de pire en pire. Donc la respiration perd en qualité et ça monte en quantité. Ce qui fait qu'on est un peu des hyperventilateurs chroniques dans la vie de tous les jours, sans le savoir, ce qui affecte tout un tas de réponses physiologiques de la vie de tous les jours, avec toute une série de conséquences qu'on considère comme plus ou moins normales aujourd'hui. On pourra en parler si on a le temps. Et pourtant, ça nous suffirait de remettre en place une respiration fonctionnelle, ça veut dire une respiration équilibrée sur ces trois piliers, parce que la respiration a trois piliers aussi, et sur ces trois piliers pour avoir une santé améliorée, plus d'énergie, plus de santé mentale. Et à mon avis, et je pense que cela est partagé par plusieurs personnes, c'est les piliers numéro 1 de la santé, de la longévité, de la vitalité, c'est la respiration. Et c'est pas par hasard que toute la tradition yogique nous parle des pranayama et l'art yogique et la science yogique du souffle, parce qu'il y a un lien entre énergie et respiration. Donc vitalité, énergie, santé sont connectés. Et donc c'est à mon avis le plus important. Et les scientifiques aujourd'hui sont en train de faire beaucoup d'études par rapport à ça. Ils sont en train de se dire, finalement, on a beaucoup parlé d'une bonne alimentation, on a beaucoup parlé du sport et du mouvement physique, d'une bonne hydratation aussi des fois, mais est-ce qu'on parle d'une bonne respiration? Et effectivement, on en parle beaucoup moins, mais si on y pense, on respire beaucoup plus de ce qu'on mange, en termes de quantité, parce qu'une personne moyenne fait entre 20 et 25 000 respirations par jour, c'est un acte répété énorme, et respire presque 12-15 kilos d'air par jour. Donc déjà, bien sûr, la qualité de l'air est importante, mais malheureusement, dans les villes, c'est pas très bien. Mais la qualité, mais aussi les gestes est important. Donc, de bien respirer, ça impacte 15 kilos d'air, c'est beaucoup plus de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, et pourtant, on n'y prête pas trop attention. Donc, ça, c'est aussi en termes de quantité, et nous dire, effectivement, c'est quelque chose de la vie de tous les jours qui est assez conséquent. C'est pas rien. C'est pas on avait respiré 2-3 fois dans la journée, est-ce que c'est si important que ça? Non, c'est très important. Donc, la respiration fonctionnelle nous permet, ça veut dire bien respirer dans la vie de tous les jours et ensuite pouvoir faire des techniques, ça nous permet plein de choses. Ça nous permet d'avoir une bonne énergie, une bonne santé physique et mentale, la gestion du stress, de bien dormir, c'est régénérer la nuit, de mieux digérer nos repas, là, j'en passe, mais c'est énorme en fait. Mais alors du coup, toi, parce que donne-nous, ce soir on est avec toi, donne-nous ta technique pour conscientiser quelque chose d'inconscient, qui est la respi. Comment et à quel moment je dois penser de respirer, parce qu'on connaît tous la cohérence cardiaque, comme je te le dis, hein, mais on a d'autres outils, bol d'air Jacquier, respiration consciente, la biorespiration. Il y a tellement de techniques aujourd'hui. Ouais. Pour toi, écoute, moi, je t'ai dit mon parcours. Moi, je ne connaissais pas la respiration avant de connaître la méthode Wim Hof. Dans la méthode Wim Hof, un des piliers est la respiration. Je me suis aperçu qu'il y avait un potentiel derrière gigantesque et que je connaissais très peu. Et en plus, que j'ai respiré mal. Ça, j'étais surprise. Sportif au niveau national depuis l'âge des 5 ans, ceinture noire des Kung Fu Shaolin. Comment c'est possible que moi, sportif, tout ça, je respire mal? Je n'avais même pas considéré la question. Et en fait, j'ai respiré très mal. J'ai respiré par la bouche, j'avais la bouche sèche la nuit, j'ai ronflé, j'avais beaucoup de problèmes d'inflammation, essoufflement rapide, plein de trucs que je voyais pas, je savais pas, j'étais pas méchant, mais je savais pas. Je me suis intéressé à la respiration, j'ai appris d'abord que la respiration avait beaucoup plus d'importance de ce que j'ai pensé, que ça me faisait vraiment du bien, et en même temps que ma respiration n'était pas du tout fonctionnelle. Ça, c'est grâce à Buteyko et l'Oxygen Advantage que j'ai appris. Donc, je me suis dit, très bien. Je connais des techniques comme la respiration Wim Hof qui sont très puissantes et qui m'aident et que je l'utilise, mais en même temps, je veux maintenant équilibrer et rendre ma respiration inconsciente et involontaire efficace. Ça veut dire que quand j'y pense pas, ma respiration doit être bonne.
Et il y a des techniques pour les faire. C'est des exercices d'entraînement respiratoire, de l'oxygen advantage, des Buteyko, mais aussi du pranayama dans les yogas, ce qui sont oubliés. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de nouvelles respirations. Ça veut dire que c'est juste qu'on redécouvre des choses qui existent depuis longtemps, qu'on avait simplement oubliées. Donc, moi, j'ai mis en place tout un entraînement respiratoire qui m'a fait énormément de bien, vraiment. Énormément de bien. J'ai gagné en performance physique comme je ne m'attendais pas. Je me suis donc remis au cardio et je suis beaucoup plus performant qu'avant, sans m'entraîner beaucoup. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait plaisir de moins s'essouffler, d'avoir plus d'énergie, de marcher, de faire du vélo, courir, sans se fatiguer. Donc ça, c'est cool. Et après, j'ai développé tout un tas de techniques pour atteindre certains objectifs. Parce que si des fois, je veux m'endormir rapidement et bien dormir, si des fois, je veux digérer mon repas rapidement, des fois, je veux récupérer après une séance sportive, ou d'autres fois, gérer le stress, et d'autres fois, m'énergiser, d'autres fois, respirer plus. C'est pas les mêmes techniques. Et la respiration Wim Hof, la respiration de l'oxygen advantage de Buteyko, la katana que j'ai mis en place moi-même comme technique, n'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes finalités. Donc, ça, c'est hyper important. Et les personnes qui s'intéressent à la respiration vous diront les mêmes. On doit travailler la respiration de 360 degrés et savoir pourquoi on fait un certain exercice et sur quoi on doit travailler. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis en place une respiration fonctionnelle d'abord et après, avec toutes les techniques, je les utilise comme une boîte à outils. Et c'est l'objectif de mon livre et de ma formation en ligne de respiration, c'est ça. J'explique une cinquantaine de techniques de respiration. 50, vous imaginez? C'est beaucoup. Est-ce qu'on doit les faire tout le temps, tous les jours? Non, mais c'est un boîte à outils. Est-ce qu'on utilise les tournevis, les ciseaux, les marteaux, les pinceaux tout le temps, à tout moment? Non. Si on doit utiliser les tournevis, tournevis. Les marteaux, c'est les marteaux. Donc, c'est la même chose avec la respiration. Mais d'abord, il faut mettre en place ce qu'on appelle une respiration fonctionnelle. Ça veut dire corriger les erreurs que notre respiration a mis en place, malheureusement, parce qu'on vit déconnecté de la nature. Parce que tout ça, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on est sédentaire, on mange mal, on bouge peu, on est en intérieur, on est stressé, que la respiration s'est déréglée. Sinon, effectivement, à l'état naturel, on n'aurait pas trop besoin de travailler avec des techniques de respiration pour être sain et avoir une respiration fonctionnelle. Mais pourtant, on aurait besoin de les utiliser pour notre chemin spirituel. C'est ce qui faisait les yogas d'abord. Mais aujourd'hui, on est un pas un peu plus tôt. On va d'abord mettre en place les choses parce qu'ils se sont déréglés et ensuite on peut utiliser des techniques pour la méditation, pour un cheminement spirituel, etc. Et donc, dans ce que tu dis, c'est peut-être parce qu'on n'emploie pas forcément les bonnes méthodes de respiration qu'on se lasse vite aussi, qu'on n'est pas assidu et qu'on ne voit pas forcément des résultats adéquats et rapides. Donc, si on trouve la bonne technique, c'est assez efficace rapidement, du coup. Alors, disons qu'il n'y a pas une bonne technique et une mauvaise technique, ça dépend des cas. Et il y a tout un tas de techniques qui sont bonnes pour la plupart des gens, qui servent à mettre en place ce qu'on appelle la respiration fonctionnelle, ça veut dire une respiration efficace qui nous apprend à bien respirer même quand on n'y pense pas. Et après, il y a tout un tas de techniques conscientes. Donc là, on y pense. À un certain moment, on l'a fait 5-10 minutes pour un certain nombre d'objectifs. La gestion du stress, bien dormir, la performance physique, etc. Souvent, c'est que les gens connaissent une technique, elles la font un peu. Des fois, ça fait du bien, des fois, ça fait pas du bien. C'est pas consistant, c'est pas la juste quantité, c'est pas au bon moment. Finalement, ça nous apporte pas grand-chose à la fin et on arrête. Mais c'est pour ça aussi que, juste dans les petits livres que j'ai fait avec Fabien, avec Zouvi, la respiration pour la maîtrise des soi, c'est comme ça, c'est 80 pages, il y a 30 techniques et 9 thématiques. Ça veut dire que, déjà, il faut savoir à quoi ça sert chaque technique et on a effectivement plusieurs besoins dans la journée. Si on fait ça, même en pratiquant juste 15 ou 20 minutes par jour, déjà, on a des énormes bienfaits. Mais si on connaît que la cohérence cardiaque et on fait tout le temps la même, oui, c'est bien la cohérence cardiaque, mais peut-être c'est pas tout. On a besoin d'être un peu plus complet sur notre préparation. Et moi, ce que j'ai dit, c'est un peu comme dans les sports. Faire des pompes, est-ce que c'est la bonne technique? Je sais pas. Faire des pompes, c'est bien, mais si tu fais que des pompes tout le temps, est-ce que tu vas avoir un entraînement physique qui est adéquat?
Probablement non, sauf si tu es un recordman des pompes. Et pour la respiration, c'est pareil. Est-ce que la cohérence cardiaque, c'est un bon exercice? Oui. Mais est-ce que c'est les sols et l'unique suffisant? Malheureusement, non. Il faut une approche un peu plus large, surtout au début. Mais à certains moments, ça pourrait être l'exercice qu'il faut. Très bonne. On est d'accord, très bonne réponse. Je suis vraiment d'accord avec toi. Donc, on va quand même se garder un petit quart d'heure pour que tu nous parles de la préparation mentale. Hein. On en a parlé un petit peu, mais on ne va pas le négliger. C'est tellement important. En transition, il y a une question qui est tombée depuis tout à l'heure, qui était, j'ai entendu parler de quelques personnes qui arrivent à monter la température de leur propre corps pour se défendre d'une température trop froide. Moi aussi, j'ai déjà entendu, mais également en transition, c'est ça que je voulais te dire. Donc, par la pensée, est-ce que je peux vraiment augmenter ma température ou la rabaisser? Mais pareil, est-ce que je peux oxygéner mes tissus par la pensée sans bien respirer? Et du coup, voilà. Donc, est-ce que ça te parle, toi, ces choses-là? Alors, les troisièmes piliers de la méthode Wim Hof, donc c'est cette force mentale, les focus et tout ça, c'est très large. Et c'est un domaine, peut-être des trois, les plus fascinants et les plus larges qui existent. Parce que si le froid est très concret, on les comprend bien. La respiration, c'est déjà un peu plus large, mais aussi c'est concret, on comprend. Alors là, sous la partie mentale, c'est un peu les pays des merveilles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et beaucoup de choses qu'on n'a jamais pratiquées, qui ont des fois une connotation orientale, spirituelle, qui donc ne s'appliquent pas à la science. Donc c'est vraiment hyper large. Alors, moi, je vous dis ce qui me parle à moi. Après, vous pouvez partager ou pas, à mon avis. Moi, je me base sur ce qui dit Wim Hof, sur ce qui dit certains yogis, sur ce qui dit certaines personnes scientifiques, comme Bruce Lipton et Joe Dispenza, que je suis et j'admire aussi. Et c'est qu'effectivement, la partie mentale a peut-être l'impact le plus fort sur notre corps et sur notre réalité que les autres. Mais en même temps, moi, je vous dis, c'est pas si simple que ça. C'est pas juste parce qu'on y pense qu'on a des résultats. On a vraiment besoin d'un niveau de concentration et de connexion à soi très, très élevé. Moi, pour avoir pratiqué depuis des années, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Si je ne suis pas dans le bon état de concentration mentale ou émotionnelle même, ça ne marche pas des fois. Je dois utiliser des techniques plus concrètes. Les mouvements et la respiration pour me chauffer vont tout le temps m'aider si je fais les bons gestes. Mais la partie mentale, des fois m'aide, des fois m'aide pas. Parce que je ne suis pas forcément tout le temps très bien aligné, parce que je suis un pratiquant, voilà, à mon niveau. Mais certes, beaucoup de choses qu'on voit sont aussi grâce à cette attitude mentale. L'effet de pouvoir se concentrer, de visualiser, d'être connecté à son propre corps, et donc faire un certain nombre de choses. Et là, il y a tout un tas des recherches scientifiques qui sont en place par rapport à l'effet placebo, et au pouvoir du mental sur les corps. Il y a aussi une étude de Wim Hof de 2018 à Michigan, où Wim Hof montre que juste par la pensée, il pouvait changer sa température du corps, effectivement. Mais là aussi, je vous dis, oui, c'est possible. La science le dit aussi, mais est-ce que c'est simple? C'est pas si simple. Donc il faut commencer avec des choses plus concrètes, comme des exercices et des techniques physiques. Effectivement, là, on commence à jouer, et après, on peut aller un peu plus loin. Et il y a aussi un aspect très important dans l'aspect mental, c'est ce qu'on appelle un peu aujourd'hui les sixième et les septième sens, pour, si on veut, hein, mais pas obligé, que c'est l'interoception et la proprioception. Ça veut dire les liens avec son propre corps, les liens corps-mental, qui des fois est totalement déconnecté. Ça, c'est pas si évident que ça. Il y a plein de gens qui sont un peu déconnectés. Et moi, je vous le dis par expérience personnelle, j'étais un gymnaste au niveau national. J'avais une proprioception, ça veut dire la capacité à contrôler mon corps dans l'espace et savoir où il est situé, qui était bonne, parce que je l'entraînais tous les jours. Mais une interoception, ça veut dire la capacité à savoir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, les mécanismes biologiques, etc., qui était presque zéro. Je n'avais jamais travaillé, j'étais un peu déconnecté et je passais un peu en force tout le temps. Donc, je ne savais pas trop ce qui était en train de se passer dans mon corps. Donc, je ne savais pas quoi faire. J'ai navigué dans les noirs. Donc, ça, c'est deux choses qui sont extrêmement importantes si on veut travailler sur les corps par la tête. Il faut que ça soit connecté et qu'on aille développer ces deux compétences, proprioception, interoception. Et après, bien sûr, la capacité du focus, de l'attention, de la concentration, c'est fondamental.
si ensuite on veut parler des méditations et actions sous le corps. Parce que si on a plein de distractions, plein de pensées, en fait, on dilue notre pouvoir mental dans plein de choses. Donc, c'est un peu comme une lumière qui est diffusée très large ou un laser. Notre mental, c'est pareil. Quand on parle du focus, justement, c'est un peu ça. Donc, ça s'entraîne. Mais c'est fascinant. Moi, je suis en train d'étudier là, en ces moments, dans ces sens-là. D'accord. Donc, est-ce que toi, tu as, pareil, évidemment, comme je t'ai invité ce soir, on veut connaître là où les techniques phares de Leonardo pour arriver à se centrer rapidement. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager qui, pour toi, est efficace, on va dire, pas au plus grand nombre, mais quelque chose de général? On a parlé d'ailleurs tout à l'heure, comme tu as dit, de la respi, mais on a bien compris qu'il faut adapter la technique à la problématique de la personne. Donc là, tu vas me répondre la même chose, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose de général ou que tu trouves efficace, sympa pour un plus grand nombre? Oui, bah, alors, sûrement la respiration, c'est ce que j'utilise le plus souvent pour me centrer et me calmer en faisant des longues expires. Souvent, c'est aussi simple que ça, en utilisant la respiration géante. C'est une technique que j'ai décrite dans les livres, qui ça prend quelques secondes pour les gymnastes le font, on les voit aux Jeux Olympiques, il y a plein de gens qui l'utilisent. C'est on grosse inspire, on expire longuement, on se centre. Si je peux, des douches froides, bien sûr, parce qu'il y a ces triptyques qui est toujours un lien. Des fois, on ne peut pas, donc c'est la respiration, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on pratique la méthode Wim Hof et d'autres méthodes, c'est aussi pour acquérir des gestes de façon automatique et inconsciente. Ça veut dire être capable de reproduire certains effets sans trop y penser. C'est ça aussi l'intérêt. Donc, moi, quand je travaille avec les froids et j'apprends à me centrer, à gérer mon stress, à gérer mon souffle, et je les fais jour après jour, mois après mois, année après année. Après, je suis capable de les faire dans d'autres situations de façon rapide et sans trop y réfléchir parce que mon corps a appris. Donc, c'est ça aussi l'intérêt. C'est pour ça qu'il y a les sportifs de très haut niveau aujourd'hui qui s'intéressent à la méthode Wim Hof, ils me demandent, et on fait des stages avec l'excellence des gens qui ont un super mental, un super physique et sont des champions parce on a tout le temps un moyen d'ancrer des mécanismes de façon inconsciente pour nous aider parce que les corps et les mentales, ils ont appris des gestes. Donc ça, c'est une chose qui c'est pas en technique, mais qu'on apprend. Et donc moi, des fois, je vous dis, je mets les mêmes mindsets que j'ai fait pour un banc de glace ou pour un défi dans plein d'autres choses et ça m'aide. Mais c'est quelque chose d'intérieur. C'est plus en technique, c'est un switch, un on et off que j'ai fait quand j'ai besoin parce que je l'ai appris. Après, des fois, ça foire aussi, hein, je suis pas parfait, mais bien sûr, c'est des choses que j'utilise au quotidien. Mais comment je les ai appris avec la pratique régulière et ça prend un peu de temps, hein, c'est pas non plus des années et des années, mais on peut déjà acquérir des gestes et des choses dans l'espace de quelques semaines, qui n'est pas si longtemps que ça. En fait. Est-ce que toi qui as été sportif de haut niveau, je pense que au niveau physiologique, anatomique, tu as travaillé, comme tu as dit, hein, ce qu'il faut pour avoir la compétence physique, mais du coup, ce qui fait la différence entre un amateur et un pro, souvent, c'est vraiment cette force mentale. Et du coup, il y a quand même, j'imagine, autant de techniques que de personnes, tu es d'accord, hein, Oui, il y a énormément de bouquins, mais on peut les lire, hein, on peut tous les lire, mais c'est pas pour ça que demain, je vais réussir à avoir ton niveau en sport, par exemple. Ouais, non, certes, il faut adapter, parce qu'on a des sports différents, on a des physiques différents, des backgrounds différents, des stresseurs différents. Voilà. Après, il y a certaines bases qui sont là, certains principes qui sont là. Il faut les intégrer, les apprendre, mais les appliquer aussi au cas particulier. Ce qui fait la différence entre un champion et pas un champion, c'est comment on applique ça. Même pas entre un pro et pas pro, c'est vraiment parmi les pros, la différence entre un champion ou pas un champion. Des fois, c'est tout simplement ça. Et, mais parce que c'est pas si simple que ça, disons. Les principes et les choses sont là, c'est pas non plus évident, en même temps, c'est pas non plus très difficile, mais ça demande un peu d'application. On ne peut pas terminer cette soirée sans que tu nous parles de l'hormèse, parce que sans en parler, on a tourné autour là. Hein. Est-ce que tu peux nous redéfinir un petit peu ou nous expliquer ce que c'est exactement? Ouais, disons froid, respiration, activité physique, chaud, jeûne, manger beaucoup, tout ce qui perturbe des équilibres
l'homéostasie, si on veut. Et donc, tout stress qui fait ça est capable aussi de nous entraîner si l'intensité et la durée de ces stress sont adaptés à notre capacité à évoluer, notre capacité à s'adapter, notre capacité à créer des mécanismes de compensation en place qui rétablissent cet équilibre. L'objectif, c'est d'avoir un centre, un bon équilibre et de savoir y retourner et sortir de là le plus rapidement possible. Donc l'hormèse, c'est un peu le principe qui dit ça, un stress court avec une intensité plus ou moins déterminée, qui arrive et on apprend à les gérer, ben, ça nous renforce. Ça peut être les froids, les chauds, les jeûnes, manger beaucoup, beaucoup de sport, dormir, l'apnée, respirer beaucoup. Et en fait, ça joue avec les extrêmes par rapport à un paramètre. La température, les calories, l'oxygène, les CO2, les lactates, les stress musculaires. Donc, les stress en soi n'est ni positif ni négatif. Ça dépend aussi comment on l'utilise. Et je pense que c'est la même chose aussi au niveau chimique, hein, par rapport à des plantes, à d'autres choses. Il y a des substances qui, en fonction de leur quantité, de leur posologie, bah, sont bénéfiques. Et si on sort des syringes, bah, c'est pas du tout bénéfique. Et c'est la même chose pour les froids, la respiration. Donc, c'est une loi du vivant. C'est valable pour les hommes, les animaux, les plantes. Voilà. Oui, et si on le fait à un moment opportun, au lieu d'attendre ce stress ou cette situation qui nous est néfaste, si on le travaille de manière, enfin, quand on est bien, donc pareil là, aller dans le froid, respirer, se préparer mentalement quand on se sent bien, on sait qu'on va bien plus facilement y arriver que quand on est déjà dans la problématique, la pathologie ou le mal. Donc, bien sûr. malheureusement, j'ai envie de dire, quand on se sent bien, qu'on doit se forcer, enfin justement, se forcer intelligemment à retourner à l'opposé de cette loi de l'hormèse, cette homéostasie, comme tu dis, pour savoir se recentrer au mieux quand il y aura des vrais stress, des vrais problèmes. Oui, c'est les principes de travailler en prévention. C'est les principes de se renforcer avant pour pouvoir gérer au moment du besoin. Et c'est aussi les principes pour lesquels, si on arrête d'apprendre dans un monde qui avance, nous on recule. Et on peut voir l'apprendre comme l'effet de sortir du confort et se confronter au changement, à l'inconnu, au changement des sensations. Les conforts en soi, c'est quelque chose de magnifique. Mais si on vit tout le temps dans les conforts, on s'affaiblit. Tout à fait. Surtout à notre époque. Hein. Tout est facile. Hein. On n'a plus besoin de cuisiner, on n'a plus besoin de respirer, on n'a plus besoin de sortir, on peut tous faire libre à la maison. Enfin, si on veut, on ne fait plus jamais rien, on reste dans notre canapé à longueur de journée. Parce que maintenant, on peut même travailler hein, à distance, pour beaucoup. Donc, si on veut, on ne fait plus rien. Oui. Du coup, je termine toujours comme ça. Là, il y a juste 2-3 petites questions à la volée, mais tu ne pourras jamais tout répondre dans les détails comme tu l'as parfaitement fait ce soir. Donc, si tu veux, tu peux répondre très brièvement. Vraiment, est-ce que tu as un avis et qu'est-ce que tu penses de la méthode de France Guilla? Alors, je pense que c'est bien. Je la connais des noms et des principes, mais je ne la pratique pas. Voilà. D'accord, ok. Alors, je peux pas donner d'avis. De façon indirecte, quand je garde mon maillot de bain mouillé après les bains froids. Est-ce que les gens qui vivent dans le froid sont moins stressés? Qui vivent dans le froid? Voilà, ceux qui vivent dans les pays froids, pardon, excuse-moi, sont moins stressés. Est-ce que ça a un lien d'effet direct? Peut-être il y a un lien, mais je crois que dans les pays scandinaviens, ils sont en train de se couper beaucoup de leur environnement par la technologie. Et donc moi j'ai vécu au Danemark et il y a les froids, mais les gens ils habitent dans des maisons à 25 degrés, ils sont pas du tout habitués. Donc c'est pas forcément ça à mon avis. Bah, super, donc j'espère que j'aurai pas oublié trop de questions hein, à tous, vous n'en voudrez pas si c'est le cas. Il y a juste une personne, si tu veux bien, hein, parce que ça va être compliqué je pense, mais peux-tu nous faire une mini démo d'une technique de respi si tu veux? Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, bien sûr. Alors, en quelques secondes, très rapidement, je vous montre la respiration géante. Parce que je vous parlais tout à l'heure, je vous ai dit que c'est assez simple. On va les faire ensemble. Donc, là, vous me voyez en mode partiel, mais vous essayez de me suivre. Donc, on inspire pleinement par les nez, on bloque 3, 4, 5, et on expire par la bouche de façon naturelle jusqu'au bout. Donc ça, c'est la respiration géante. On va les faire 3 fois ensemble, et l'objectif, c'est de baisser les niveaux de stress.
OK? Inspire par le nez, expire par la bouche. Allez, c'est parti. On inspire. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. De façon naturelle, jusqu'au bout, sans forcer. Et à nouveau, in. Bloque. Relâche. De façon naturelle. Et à nouveau, in. Bloque. On relâche naturellement. On attend 1 seconde. On inspire à nouveau. Et ça, on voit que dans l'espace de quelques secondes, ça baisse un peu le niveau du stress. Tout à fait. Eh bien, écoute, Leonardo, merci pour ce petit exercice de fin. Je laisse toujours le mot de la fin sur quelque chose qui te tient à cœur, un événement, tes formations ou une belle conclusion. Je te laisse terminer. Moi, je remercie tous et toutes de nous avoir écoutés. Et je te dis tout de suite à bientôt. Et je te laisse le mot. Très rapidement, donc si vous êtes intéressé à pratiquer ce dont on parle, vous trouvez sur mon site Inspire Potential beaucoup de stages de la méthode Wim Hof, des respirations. Et il y a un livre qui s'appelle La respiration pour la maîtrise des soi, édition Exuvie, qui est disponible en librairie où vous voulez sur Internet, et une formation des respirations en ligne qui démarre à la rentrée en septembre. Si vous voulez travailler sur la respiration, et ça sera avec plaisir de vous voir, sinon un stage ou autre. Et que je suis disponible pour répondre à d'autres questions par mail, donc généralement ou sur YouTube, les gens m'écrivent. Là, je suis en train de faire des vidéos, des réponses à toutes les questions que je reçois sur YouTube. Ça s'appelle Ask Léo. Donc moi, je réponds. On est déjà à la 6e vidéo. Pendant l'été, je fais ça. Eh ben, super, Léo, merci. Plein de bonnes choses à toi. Et puis, merci à toi aussi. Que tu aides un maximum de personnes à bien respirer, en tout cas. Tout à fait. Merci encore, plein de bonnes choses et à bientôt. Merci. Ciao. Ciao, ciao.